Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour cet épisode expert, Milkshaker accueille Céline Bourganeuf, consultante en lactation IB-CLC. Ce qu'on commence à savoir désormais, c'est que les démarrages d'allaitement ne sont pas toujours un long fleuve tranquille et que parfois il faut se battre pour allaiter sereinement. Mais une fois que tout est bien mis en place, qu'on a éventuellement balayé toutes les idées reçues pouvant mettre à mal l'allaitement, qu'on a géré les conseils ou remarques non sollicitées et qu'en somme, tout va bien, il arrive que vienne le moment où l'on souhaite sevrer son bébé ou son bambin. On pourrait se dire que c'est simple, il suffit d'arrêter. Eh bien, pas toujours. Et qui a dit que le sevrage était exempt d'idées reçues ? Avec Céline, nous avons donc décidé d'aborder ce thème. Je lui ai demandé de nous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que sevrer son enfant. On a parlé sevrage naturel, sevrage induit du bébé, du bambin, complet ou partiel et comment s'y prendre. Vous comprendrez très vite qu'il n'y a pas de recette, pas de protocole et que chaque couple maman-bébé est différent et évolue dans un environnement qui lui est propre, influençant ce projet de sevrage, comme elle l'appelle. Les questions qui circulent autour du sevrage sont nombreuses, nous espérons donc que cet épisode répondra à la plupart de vos interrogations. Et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Céline et bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Céline, merci d'avoir accepté de parler aujourd'hui d'un thème important dans l'allaitement. Aujourd'hui, on avait décidé ensemble de parler de sevrage. Céline, d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire ce que tu fais dans la vie, qui tu es ? Alors moi, je suis consultante en lactation depuis un petit peu plus de 5 ans. Je suis à la base infirmière puéricultrice. J'ai travaillé quasiment 10 ans en réanimation néonatale avec les grands prématurés. Donc je me suis intéressée fortement à l'allaitement maternel comme un premier médicament pour les prématurés, ce qui m'a donné le goût et l'envie de poursuivre dans cette dynamique-là. Et je me suis installée il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant en cabinet, donc je travaille plus à l'hôpital et je ne fais que de l'accompagnement pré-post-natal sur l'allaitement maternel, en passant par la diversification et le sevrage du bébé, du bambin, pour les mamans qui souhaitent poursuivre un allaitement au-delà de 2 ans. Alors, on a fait une petite boîte à questions là dans Milkshaker aujourd'hui avant d'enregistrer cet épisode. Et alors, il y a plein de questions qui sont revenues et en particulier sur le sevrage du bambin. Donc déjà, on va essayer si tu es d'accord, de différencier les grands types de sevrage. Le bébé, le bambin, le sevrage naturel comme on dit, le sevrage induit. Est-ce que tu peux nous faire déjà un petit point route des définitions de tout ça ? Qu'est-ce que c'est qu'un bébé ? Qu'est-ce que c'est qu'un bambin ? Alors, on va parler du bambin quand on est au-delà de 2 ans et on va parler du bébé avant l'âge de 2 ans, ce qui va pas du tout être le même sevrage. Les bébés avant l'âge de 2 ans sont considérés comme des sevrages plutôt dits induits, c'est-à-dire que c'est soit l'enfant, soit la mère, ou soit des épisodes extérieurs comme une chirurgie chez la mère ou un traitement médicamenteux qui va faire qu'on va être obligé d'arrêter de manière induite l'allaitement maternel. Et au-delà de 2 ans, on va parler plutôt d'un sevrage soit naturel, qui peut aller au-delà de 7 ans. Hein. Pour toutes les mamans qui m'écoutent, je pense qu'elles ont bien conscience que l'allaitement maternel peut durer jusqu'à l'âge de 7 ans, donc jusqu'à l'âge des dents de lait. L'OMS recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et partiel, c'est-à-dire avec une diversification jusqu'à au moins 2 ans. Donc le bambin fait partie des bébés de plus de 2 ans, donc on peut être sur un sevrage dit naturel à partir de l'âge de 2 ans, qui peut durer jusqu'à l'âge de 7 ans, et on peut aussi être amené sur des fatigues maternelles ou une situation, j'ai envie de dire, familiale parfois difficile avec une reprise du travail, à être aussi sur un sevrage dit induit au-delà de 2 ans. Bien. Et alors, la période
entre les deux, parce que du coup, on parle beaucoup de avant 2 ans, après 2 ans. Est-ce que c'est vraiment aussi net que ça, tu vois, cette délimitation entre les deux périodes? Non, on est plutôt sur du 12-18 mois, j'ai envie de dire, hein, pour, commencer à parler un peu du bambin et 18-25 mois sur vraiment, une entrée en matière, j'ai envie de dire, sur le bambin. En fait, ça va se réguler aussi avec la maturité, du cerveau, notamment sur le sommeil du bébé. C'est-à-dire que l'enfant va commencer à avoir une maturation au niveau du cerveau, être en capacité de faire ce qu'on appelle ses nuits, ce qui est quand même la grande difficulté et ce qui amène souvent les femmes, et les mamans à passer sur un sevrage induit, c'est le sommeil du bébé. Donc l'enfant va avoir une capacité de sommeil et de faire des plus grandes plages de sommeil entre 18 et on va dire 22-25 mois à peu près. Et c'est l'âge où en général les mamans ont une fatigue, une reprise du travail certaine qui fait qu'on a envie de passer sur un sevrage induit parce que les bébés réclament encore beaucoup sur ces périodes-là et c'est malgré tout pour eux un besoin. Il y a encore un besoin nutritionnel dans cette période-là et il y a aussi un besoin d'aide à l'endormissement, notamment par la mélatonine qui va être Mhm. sécrétée dans le lait maternel pour favoriser les endormissements et les sommeils profonds chez le bambin. Donc, est-ce que c'est quand même une réalité parce qu'il circule beaucoup une idée qui dit que les bébés allaités dorment moins bien, Alors ça, c'est moins complètement longtemps? faux puisqu'ils rentrent, assez rapidement dans un sommeil profond et Mhm. surtout bénéficient de toutes les hormones, qu'il y a dans le lait maternel, notamment, le tryptophane, on appelle ça et la mélatonine à partir de 17 heures. Donc c'est-à-dire que la glande mammaire produit ces 2 hormones-là à partir de 17 heures pour faire amener l'enfant tranquillement vers un sommeil, et en tout cas une diminution, pardon, de l'action, cardiaque et cetera pour vraiment l'apaiser et favoriser l'endormissement. On dit aussi que les bébés qui sont allaités et les mères aussi ont un sommeil profond plus rapide. C'est-à-dire que pour une mère, quasiment, une maman qui va faire 1 heure de sommeil va avoir quasiment récupéré la même chose que si elle avait dormi 2 heures, puisqu'on n'a pas ces phases de D'accord. transition d'endormissement et elle part directement, de par ses hormones et la prolactine, dans un sommeil profond qui va l'aider à récupérer davantage. Donc parfois, les mamans pensent qu'elles ont dormi que 4 heures et qu'elles sont fatiguées à cause des 4 heures de sommeil, mais en fait, elles ont quasiment récupéré l'équivalent du double, c'est-à-dire comme si elles avaient potentiellement dormi 8 heures. Des fois, on Hmm. s'attache trop à l'horaire de la pendule, tout comme l'allaitement, hein, de toute façon, où on dit doit être 5 minutes, 10 minutes, etc. Mais pour le sommeil, c'est exactement pareil. On ne va pas regarder l'horloge, mais on va regarder la capacité à ce qu'on ait pu récupérer et qu'on soit moins fatigué. Moi, j'ai des mamans qui me disent j'ai dormi 3 heures et parfois, moi, j'ai réellement dormi que 3 heures et on n'a pas les mêmes cernes. Elles me disent mais c'est vrai que finalement, bah, je me sens pas si fatiguée que ça. Et quand on leur explique justement de se détacher de nouveau de l'horaire et du temps de sommeil, c'est des mamans qui vont plus se faire confiance et qui vont accepter que l'allaitement maternel ne soit pas forcément un frein et nécessite un sevrage induit à cause d'un problème de fatigue qui souvent est plutôt lié à un stress, un environnement familial, une reprise du travail. Ok, très bien. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça casse complètement cette idée reçue de dire que les bébés qui sont allaités dorment moins bien ou font moins bien leur nid. Il y a certes des réveils peut-être plus fréquents parce qu'en fonction des capacités de stockage des seins, etc., ils tiennent peut-être plus ou moins longtemps en fonction des bébés. Mais par contre, le sommeil, lui, il est plus réparateur pour tout le monde. Exactement, Charlotte. Ce qu'il y a aussi et ce qui nous embête toutes pour nous les femmes, mais c'est cette fameuse prolactine qui est bénéfique, mais qui aussi est énormément sécrétée entre minuit et 5 heures du matin. Donc les bébés Hmm. sont très intelligents et savent aussi très bien qu'ils ont besoin de stimuler la lactation entre minuit et 5 heures. Donc on peut être amené à avoir entre 5, 10 réveils parfois la nuit, simplement pour une stimulation de la sécrétion de la prolactine pour produire la lactation et poursuivre l'allaitement maternel. Donc ça fait beaucoup de réveils au démarrage sur la nuit. C'est des petites, parfois micro-tétées, mais qui sont là pour continuer à stimuler la prolactine qui est indispensable pour poursuivre l'allaitement maternel. Ok, très bien. Bon, alors commençons par parler du bébé. Euh, Qu'est-ce que c'est les raisons pour lesquelles les femmes et enfin les parents en général viennent te voir en consultation au sujet d'un sevrage d'un bébé? C'est quoi les raisons les plus fréquentes de vouloir sevrer, donc pour le coup un sevrage induit du bébé? Alors, on va différencier, j'ai envie de dire, 3 grandes causes. D'accord? C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le sevrage non souhaité. C'est-à-dire qu'il va être imposé soit par le corps médical, parce qu'il y a une chirurgie,
parce qu'il y a un cancer du sein, par exemple, hein, ça m'est déjà arrivé il y a pas si longtemps que ça. On va être l'obligation de faire un sevrage induit chez ce bébé, chez cette maman-là. On a aussi imposé par la famille et l'entourage, on n'en parle pas suffisamment, je trouve, mais il y a aussi des fois une pression sociale, une pression, familiale, l'arrivée, d'une grossesse ou un deuxième ou un premier qui fait, un petit peu trop de difficultés dans les phases de sommeil et cetera et qui poussent les mères aussi à vouloir sevrer leur bébé. Donc famille et entourage, c'est quelque chose sur lequel, dans les consultations, ça va être important, de pouvoir en discuter pour savoir si le papa est d'accord, par exemple, avec ça. Souvent les mamans me le disent, hein, on a des papas qui disent: «Bah, il en a marre que j'allaite et que le bébé soit dans le lit ou et il aimerait que l'enfant aille dormir dans son lit et que j'arrête l'allaitement». Donc ça, c'est une pression qui est quand même assez importante dans les consultations et on a aussi ce qu'on appelle les sevrages de désespoir, où on a des mamans qui ont encore cette difficulté à avoir suffisamment de lait, un accompagnement de l'allaitement difficile, une reprise du travail qui crée un stress, donc une baisse de la lactation. Et on a ce qu'on appelle ce sevrage dit de désespoir parce que c'est compliqué. Elles ont l'impression de courir tout le temps après leur allaitement et d'être toujours en manque de lait. Et c'est ce qui peut les amener aussi parfois à sevrer leur bébé de manière induite. Comment ça se passe si on veut sevrer un bébé? J'imagine qu'en fonction aussi de l'intensité de la lactation qu'on avait, c'est pas, les choses se présentent pas de la même façon. Est-ce qu'on peut arrêter du jour au lendemain d'allaiter? Alors, on va jamais pouvoir arriver à arrêter une lactation du jour au lendemain. C'est en cela qu'on va arriver à un engorgement potentiel. Après, il y a 2 types de sevrage. Il y a le sevrage partiel et le sevrage complet. Le sevrage partiel, ça peut être par exemple des bébés qui ne tètent plus en journée avec un relais de lait de préparation en journée et des tétés qui se poursuivent la nuit. Et on peut avoir un sevrage complet qui se fait en général entre, on va dire, une semaine, 15 jours, voire 3 semaines, où on va petit à petit réguler et introduire des biberons jusqu'à ce qu'on ait un sevrage complet. La plus grande chose qui me semble importante pour ça, et c'est pour ça que je dis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend vraiment des femmes et ça dépend dans lequel la manière dont elles sont OK avec le fait d'arrêter. Et on reviendra justement sur ce phénomène de sevrage imposé. Si le sevrage est imposé, pour les 3 raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, on se retrouvera potentiellement avec des difficultés de sevrage, avec un bébé qui refuse ou une maman qui a une hyperlactation, un engorgement, parce que le corps est en disharmonie avec l'esprit, j'ai envie de dire. C'est pour ça que c'est important quand on parle de sevrage, de savoir où en est la mère réellement dans son sevrage et de savoir comment l'accompagner, si c'est un souhait ou si c'est parce que son travail, parce que le corps médical, parce que l'entourage, et auquel cas on va plutôt travailler avec la maman. Et les mamans, je vous invite vous aussi à vous pencher réellement sur la question de savoir pourquoi vous le sevrez. Est-ce que c'est votre fatigue? Est-ce que c'est la reprise du travail? Est-ce que c'est l'entourage? Et on va surtout essayer de créer un environnement propice. Et une fois que la maman va avoir pris son propre choix sur un sevrage complet ou un sevrage partiel, d'aller au bout des choses. Et j'ai envie de dire dans ces cas-là d'être ferme. C'est pas ferme dans le fait d'arrêter l'allaitement, c'est être ferme dans son propre choix. J'ai vu parfois moi des mamans qui pensaient faire un sevrage complet. On passe d'abord sur un sevrage partiel, puis ensuite sur un sevrage complet. Parce qu'il faut savoir aussi que ce lien d'attachement-là, il va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion de plaisir d'éléments propices pour la mère à vouloir continuer à allaiter, même si le travail, la fatigue fait qu'elle a envie d'arrêter. Parce que c'est difficile, mais à côté de ça, le bonheur que procure l'allaitement la pousse à être dans une certaine culpabilité, j'ai envie de dire, inconsciente, hein, évidemment. Ok, donc la première chose, le prérequis avant d'envisager un quelconque sevrage, qu'il soit complet, partiel, c'est vraiment de se poser la question de pourquoi on veut sevrer. C'est ça, c'est d'essayer de comprendre les Exact. raisons qui nous amènent à prendre cette décision, les analyser pour le faire en conscience et pas juste le subir. C'est ça, dans les cas où les mamans le subissent un peu. Tu as tout compris, Charlotte, c'est exactement ça. Et moi, je suis amenée en consultation de plus en plus maintenant à faire des projets de sevrage. Comme on fait des projets de mise en place de l'allaitement, on fait des projets de sevrage. C'est-à-dire quels sont les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme du sevrage. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, c'est des mamans qui n'ont pas forcément envie de sevrer, mais qui sont obligées, poussées, imposées par certaines choses, environnement de la vie. Et donc, dans ces cas-là, on va y aller petit à petit. Et quand on le sait, que ça va être un petit peu plus long, les mamans et les bébés acceptent et ça se passe beaucoup mieux que de vouloir absolument se dire: «Je reprends le travail dans 3 semaines, il faut que mon enfant soit sevré». Ça, en général, ça fonctionnera très, très difficilement, d'accord? C'est en y allant petit à petit.
Ouais, donc du coup, tu vas prendre les choses différemment en fonction de si la maman est complètement à l'aise dans ce choix-là et que c'est un vrai souhait, ou si c'est quelque chose qui lui est imposé par un élément extérieur. Exactement. Comment tu t'y prends dans les deux cas? Donc une maman décide de sevrer son bébé parce qu'elle reprend le travail, mais ça lui convient très bien. Elle n'a pas envie d'allaiter en travaillant et elle est à l'aise avec ce choix-là. Elle a juste envie de savoir comment faire pour, tu en parlais tout à l'heure, ne pas s'engorger, ne pas prendre de risques pour sa poitrine, pour son bébé. Comment on s'y prend? Alors, si on est sur un sevrage partiel, on va essayer de mettre en place justement, je regarde toujours si c'est sur une reprise du travail, ce qui est quand même le plus classique, c'est-à-dire le temps de travail, donc le temps où la maman ne va pas être en contact avec son enfant, de voir combien d'expressions au tire-lait elle va devoir utiliser pour poursuivre sa lactation et faire, c'est-à-dire un allaitement exclusif avec des temps d'arrêt pour le temps de travail avec une expression au tire-lait, ou alors on va passer petit à petit sur on va, limiter les tétés sur la journée, sur 1 semaine, 15 jours avant la reprise du travail pour introduire des biberons et un lait de préparation, à l'intérieur et limiter les engorgements. Sachant que si on supprime une tétée dans la journée, puis 2, puis 3, et ça dépend des femmes, même si on est sur une hyperlactation, on peut être, amené à passer très vite en 2-3 jours des fois à supprimer 1-2 tétées directement. Et ça, D'accord. encore une fois, c'est hormonal. Donc ça va dépendre aussi de la culpabilité. C'est-à-dire que si la maman lui donne un biberon en culpabilisant, la lactation va être là pour la rattraper. D'accord? Que si la maman elle est OK et que son choix est ferme et définitif, la lactation va très bien avancer, va très bien évoluer un sevrage partiel. Quand on est sur un sevrage complet, ça va être exactement la même chose, sauf qu'on va être également sur la journée et sur la nuit. C'est-à-dire que sur la nuit, on va aussi introduire des laits de préparation pour pouvoir limiter le nombre des tétées. L'allaitement maternel, plus le sein est stimulé, plus il y a de lactation. Donc moins il y a de stimulation, moins il y a de lait. L'objectif, c'est de comprendre ça. Et c'est pas tant, encore une fois, dans la durée, mais ça va être surtout dans sa capacité en tant que femme à se dire, OK, c'est un choix, je l'ai décidé et j'arrête l'allaitement. Donc je vais arrêter de stimuler. J'ai des mamans qui me disent: «Bah, je lui ai donné le biberon, mais après il a repleuré et pour l'endormir, je lui ai donné la tétée». En fait, il y a eu une stimulation de la lactation. Donc en fait, en termes de lactation pure, de production, ben, l'effet est le même. Donc c'est Ok. vraiment arrêter la mise au sein à un moment donné, quand on est sur un sevrage, induit. Une des idées qui circule sur lactation et reprise du travail, un truc qu'on entend toujours de... Je dis toujours la belle-mère dans ces cas-là, mais je le répète, j'adore ma belle-mère, elle est géniale. Mais qui nous dit, voilà, si tu arrêtes d'allaiter la journée et de tirer ton lait aussi, enfin, voilà, ça va vite se casser la gueule, quoi, en gros. Donc, est-ce que c'est difficile dans les faits, pour toi qui vois ça tous les jours, de garder, tu vois, la tétée matin et la tétée soir, Alors c'est et pas la nuit éventuellement? Ouais, c'est pas difficile en soi, mais c'est pareil, ça va être sur quelque chose de progressif. C'est-à-dire que si on veut garder cet été du soir, du matin et éventuellement un peu de la nuit, il faut accepter que quand on récupère l'enfant de la crèche ou de l'assistante maternelle, ça va être un bébé qui va avoir besoin de continuer à stimuler la lactation. Donc c'est un bébé qui va téter, qui va garder ses tétés en grappe du soir et qui va téter potentiellement 2 fois à 3 fois plus la nuit pour continuer à stimuler la lactation. On n'a pas forcément ce risque et c'est assez rare d'avoir ces engorgements. Ce que je dis aux mamans souvent, c'est de vraiment pareil s'écouter, c'est-à-dire d'avoir le tire-lait à proximité et de tirer le lait pour soulager dans un premier temps en journée et pas faire un arrêt drastique en journée, mais de tirer simplement pour soulager sans vider entièrement le sein, parce que là, on relance de nouveau une lactation. Mais par contre, Mhm. d'être complètement à la demande sur les temps de présence. Si Ok, on garde ce temps de présence, avec un allaitement à la demande, on a une lactation qui va perdurer et un bébé qui va s'adapter, une lactation qui va s'adapter et qui va diminuer petit à petit sur les tétées de nuit et on gardera la tétée du matin et du soir avec une lactation. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est qu'une glande mammaire, tant qu'elle est stimulée, elle produira. Donc ça veut dire qu'un bébé qui s'arrête entièrement de tétée, il faudra 9 mois pour que la glande mammaire involue complètement. Donc quand on nous dit à mauvais escient trop souvent que c'est impossible ou c'est difficile de garder que la tétée du matin et du soir, c'est parce qu'on a grillé cette fameuse étape-là, de se dire on va redonner à la glande mammaire cette capacité de pouvoir être stimulée le soir, la nuit, pour pouvoir garder le matin et le soir secondairement. d'accord. Euh, Dans ce que tu dis, je crois comprendre que, au moins dans un premier temps, il faudrait que le bébé stimule sur le temps de présence de la maman, euh,
à 100% de ce qui stimulait quand elle était présente toute la journée. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Pas forcément du 100%, mais en tout cas être vraiment à la demande. C'est-à-dire accepter qu'il y ait des tétés en grappe et accepter que, par exemple, s'il faisait que 2-3 tétés la nuit, on double la mise. C'est-à-dire que peut-être il va se réveiller 3-4 fois. L'objectif, la glande mammaire, entre guillemets, elle va être un petit peu endormie sur la journée parce que très peu de stimulation, c'est l'objectif pour la mère. Donc on va retravailler la prolactine minuit 5 heures et le bébé naturellement va savoir le faire. Donc ça veut dire qu'il faut aussi accepter cette période de transition-là, qui peut être difficile pour les mères, à juste titre, de savoir qu'il va se réveiller davantage. Et c'est Oui, souvent au moment où on reprend le travail. Ouais. voilà, exactement. Mais ça, c'est pareil, si on le sait en amont que ça va durer 1 semaine, 15 jours d'adaptation et de transition et ça se fait tranquillement. Moi, quand les mamans, elles viennent me voir avant la reprise du travail et qu'on a bien justement «protocolisé» entre guillemets, j'aime pas protocoliser l'allaitement, mais au moins avoir donné des objectifs et de savoir où elle souhaite aller la maman. Est-ce qu'elle veut un sevrage complet? Est-ce qu'elle veut garder un mix? Est-ce qu'elle veut juste la tétée du matin et du soir? Et de décomposer un petit peu comment ça se passe d'un point de vue physiologique pour qu'on arrive petit à petit à cette échéance-là. Et on peut pas faire entre guillemets, noir, blanc, jour, nuit, c'est-à-dire, il va à la crèche et ça y est, il tète plus que le matin et le soir. Là, c'est sûr que comme tu disais tout à l'heure, pour reprendre ton expression, la lactation va se casser la gueule parce qu'on n'aura pas stimulé suffisamment sur les temps de présence, la lactation. Ok. Et donc le rôle de la consultante dans ce projet de sevrage du bébé, donc là on en a parlé pour la reprise du travail, peut-être évoquons les raisons médicales qui parfois du coup imposent de sevrer beaucoup plus rapidement, j'imagine. Bah, ça va être, des chirurgies partielles, quoique ça va pas induire forcément un sevrage, mais ça va être tout ce qui est, surtout, moi j'ai envie de dire le cancer du sein. Moi j'ai beaucoup vu ça, mais ou des maladies, chez les mamans, qui nécessitent une reprise du traitement qui est incompatible avec l'allaitement maternel, mais qui met en jeu la santé de la mère. Et là, auquel Ok. cas, on n'a pas d'autre choix. Ok. Et donc là, je pense que tu seras d'accord, c'est important de rappeler qu'il y a quand même beaucoup de traitements qui sont compatibles avec l'allaitement et qu'il y a par contre pas tous les médecins et tous les thérapeutes qui sont au courant qu'il y a beaucoup de traitements qui sont compatibles avec l'allaitement. Alors il y a une référence qu'on peut redonner, est-ce que tu peux parler du CRAT? Effectivement, le CRAT, c'est j'ai envie de dire pour nous les professionnels, c'est la bible de l'allaitement maternel, mais c'est aussi, la capacité pour les mères de pouvoir y aller, de pouvoir se faire aussi leur propre idée et de faire aussi, comme tu disais, attention parce que, les professionnels, médicaux sont pas forcément formés justement à l'allaitement maternel. Moi, si je prends mon cursus infirmière puéricultrice, on pourrait dire que je suis spécialisée à la base et que j'ai toutes les connaissances pour accompagner une mère à l'allaitement. Il m'a quand même fallu plus d'1 an d'études et un diplôme international pour pouvoir avoir toutes ces dimensions et cette prise en charge complète. Donc même si on est face à un chirurgien, si on est face à un pédiatre, même parfois, se référer au CRAT, ça nous permet de savoir si on a utilisé de bons antibiotiques, s'il n'y a pas un autre traitement alternatif pour les mères. Et il y en a Ok. beaucoup, 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 beaucoup. Ok. En tout cas, en cas de non-compatibilité, là, ça impose un sevrage et donc ça se prend en charge parfois de façon un peu plus rapide qu'une reprise du travail qu'on peut voir un peu, on peut regarder un peu au loin comment ça va se passer. Honnêtement, c'est assez rare, encore une fois, D'accord, qu'on soit obligé, même si c'est imposé par le corps médical. Alors quand je dis imposé par le corps médical, c'est que médicalement, la femme est en danger si elle prend pas un traitement, d'accord? bien sûr. Heu, on a toujours un délai de 15 jours, 3 semaines pour que le sevrage se fasse de manière un petit peu plus naturelle, quoi. C'est encore une fois, il y a pas de noir ou blanc. Si on nous annonce une pathologie ou une, régression, sur une pathologie qui était déjà présente avant, on peut se laisser 15 jours, 3 semaines. Il faut savoir aussi que l'allaitement maternel protège la femme, hein. Donc on va le faire plutôt progressif et j'ai envie de dire, ça va éviter aussi la dépression de la maman. Parce que quand on annonce, par exemple, une reprise de traitement ou une chirurgie grave et cetera, si en plus on lui enlève l'allaitement maternel, la guérison, potentielle de la maman, va être plus difficile si on a une maman qui est déprimée parce que ça va couper le lien aussi avec son bébé de manière drastique et pour l'enfant également aussi. Donc encore une fois, il y a très, très peu de cas et voire moi j'en connais pas où on arrête du jour au lendemain. On va se laisser toujours une période de 15 jours, 3 semaines. Je pense à une maman, moi, que j'ai suivie qui avait, des poussées d'endométriose très, très, très fortes, qui devait reprendre ses traitements et on a fait un sevrage en douceur. Alors c'est un sevrage induit, mais en douceur. Donc, les consultantes en lactation, dans cette histoire, elles sont là pour accompagner les mamans dans leur projet de sevrage, quel qu'il soit, qu'importe le moment qu'elles choisissent. Comment ça se passe, une consultation pour le sevrage? Du coup, tu sais, donc vous faites un projet, un peu, sevrage?
Alors moi je suis un petit peu, comme ça, je l'étais pas trop avant, mais souvent je fais un projet, mais quand je dis que je fais un projet, c'est-à-dire que j'accompagne et j'amène la mère à ce qu'elle puisse, elle, avoir son propre projet. Parce que souvent, elles arrivent, elles veulent un sevrage, mais elles se entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles souhaitent, c'est différent parce qu'elles veulent pouvoir continuer à reprendre le travail et cetera, garder la tétée du matin, du soir et cetera et quand on creuse en général, elles me disent: «Oui, enfin, c'est surtout le papa qui souhaiterait ou c'est vrai que par rapport à mon travail, entre mes plages horaires, je préférerais que ça soit comme ça» et cetera. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'elles arrivent à mettre par écrit, mais c'est surtout à cibler dans leur tête ce qu'elles souhaitent elles et moi, la première question que je leur pose, c'est: «Qu'est-ce que vous voulez vous?» Et c'est pas, le travail, le mari, le troisième enfant et cetera. C'est qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous voulez faire? Et si on arrive à mettre ça par écrit, si elle, elle arrive à mettre ça par écrit, bah, elle va aller directement dans son choix et ça va se faire de manière beaucoup plus simple. Parce que si on reste sur la première base, on pourrait être sur une consultation médicale classique de 15 minutes. Elle veut sevrer son bébé, OK, bon, bah, la protocole dit: «Il faut 15 jours, vous enlevez une tétée par-ci, une tétée par-là et puis ça va le faire». Bah, ça le fait pas parce que souvent, c'est pas le choix de la mère si on l'écoute pas jusqu'au bout. Donc tout type de sevrage est compatible à partir du moment où c'est OK avec le souhait de la mère, réellement. Et il y a plein de sevrages différents. D'accord. Et donc, quid des bébés qui ne veulent pas passer au biberon? Alors ça, c'est un gros sujet, effectivement. En général, j'aime j'aime à dire ça et en même temps, c'est assez culpabilisant, mais c'est souvent vrai. Les bébés qui veulent pas le biberon, pour la plupart du temps, c'est aussi, des mamans qui veulent pas arrêter l'allaitement ou en tout cas qui sont, voilà, dans un sevrage imposé, et qui fait qu'un enfant qui, par le lien d'attachement, a du mal à se détacher. Après, il y a d'autres, phénomènes. Je pense aux freins restrictifs buccaux, par exemple. On a vraiment des troubles de la succion, des troubles de l'oralité qui font qu'on a un bébé qui a du mal à prendre le biberon et là, c'est un autre cas. Donc là, la consultante en lactation qui plus est spécialisée sur les freins restrictifs buccaux va pouvoir aussi accompagner et comprendre, hein, et faire un examen de la fonction de la langue pour voir si c'est un problème de succion, de prise du biberon ou si c'est simplement émotionnel, relationnel avec ce lien d'attachement qui est fort et qui est pas ni la mère ni l'enfant prêt à se détacher du lien lacté, j'ai envie de dire. Ok, ouais, j'allais te parler justement de ces troubles de succion, comment ils peuvent influer dans un sevrage de bébé. Bah, dans la manière dont l'enfant va être en incapacité pour certains à prendre le biberon. Et parfois, on va dire, mais il veut pas, je sais pas pourquoi. Et de pouvoir leur amener soit cette réponse psychologique, j'ai envie de dire, émotionnelle, c'en est une qui souvent fonctionne. Et il y a aussi ce problème mécanique de fonction de langue avec la plupart du temps un frein restrictif buccal. Et on va trouver d'autres alternatives que le biberon. Je pense par exemple au flanc de lait maternel agar-agar ou des choses comme ça, la tasse 360 qui peut arriver un petit peu plus tôt, vers les 4-6 mois, plutôt que 6 mois et plus, pour arriver à avoir une alternative. Ce qui compte aussi dans ces cas-là, c'est de voir aussi le projet qu'on mettra en place avec la personne qui va garder l'enfant. Mhm. Je vais faire je fais la maman qui sait pas. Euh, Souvent, quand il y a un problème de succion, des freins, etc., les mamans, elles entendent plutôt parler que c'est des bébés qui ont du mal à être au sein et pour qui le biberon, c'est plus facile, finalement. Et là, dans ce que tu décris, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est des bébés qui seraient à l'aise au sein, mais qui, en passant sur le biberon, se débrouilleraient pas. Exactement. Les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des bébés. En général, c'est quand même des bébés qui ont eu du mal à s'accrocher au sein au début. Souvent, c'est des mamans, hein, dans leur parcours, on entend il y avait des crevasses au démarrage, il a eu du mal au début et puis maintenant ça va bien. Donc ça se répercute quand on passe au biberon ou de nouveau c'est compliqué pour eux de prendre le biberon. C'est le changement qui est difficile pour eux. C'est le changement qui est difficile et puis c'est des bébés qui, pour lequel, il y a une tétée dite instinctive, c'est-à-dire qu'ils arrivent à téter de manière instinctive. Ils ont réussi à trouver des stratégies pour pouvoir téter de manière efficace, d'autres non, hein, ça c'est le cas aussi. Mais pour ceux qui ont trouvé des stratégies efficaces, ça leur demande tout un apprentissage pour apprendre, à boire à la tétine et c'est très compliqué parfois pour eux parce qu'un palais très creux, parce que la forme de la tétine n'est pas adaptée. Du coup, ils avalent de l'air ou alors il y a la moitié du lait qui passe sur les côtés et c'est surtout une fonction de langue qui est pas optimale avec des bébés qui se fatiguent au sein. Alors on dit les bébés, il veut pas, il pleure, il repousse et il veut pas le biberon. C'est pas qu'il veut pas, c'est que parfois il sait tellement pas faire, il a peur de l'étouffement, il a peur de pas gérer le flux de lait qui lui arrive et sait pas quoi en faire. Et c'est en ça que l'apprentissage peut être parfois très long. Et l'objectif pour nous les consultants en lactation, c'est effectivement de travailler en réseau avec les ostéos, les chiros, les orthophonistes pour essayer de voir d'où vient le problème et de pas être juste là à dire bah il veut pas le biberon et on va le forcer, etc. Parfois, c'est aussi une prise en charge pluridisciplinaire qui va permettre
à l'enfant de gagner une fonction de langue et de prendre un biberon de manière plus serein et de pas mettre en cause, encore une fois, les problèmes de l'allaitement maternel. Du coup, une maman qui aimerait sevrer son bébé, est-ce que finalement elle peut s'y prendre, enfin, elle peut y arriver toute seule? À quel moment c'est judicieux de faire appel à une consultante en lactation? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une problématique dans le sevrage ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire en amont pour justement le préparer? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense qu'il y a pas forcément besoin de passer en systématique par une consultante en lactation. Je pense qu'il y a des sevrages qui se font de manière très naturelle et heureusement sans professionnel de santé. Après, je pense que quand il y a trop de questions qui commencent à arriver, c'est là où il faut consulter. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire: «J'ai trop de questions, je continue, j'avance et je vais essayer de faire ce que je peux». Des fois, en une consultation, hein, clairement, on arrive justement à retrouver simplement, ses propres besoins à la maman et à remettre, un petit peu d'ordre, j'ai envie de dire, dans les idées qui sont un peu floues. Mais systématiquement une consultante en lactation, je dirais non, absolument pas. Enfin, tout professionnel de santé pour un sevrage, non. Il y a des mamans pour lesquelles, elles en savent des fois même plus que nous ou elles ont des expériences autour d'elles de femmes qui font Mhm. qu'elles sont ancrées, j'ai envie de dire et elles sont, au clair avec leurs décisions et leurs choix. Nous, ce qu'on va faire, c'est les aiguiller quand il y a trop de questions qui arrivent entre, voilà, la pression sociale, la pression professionnelle, la pression familiale et puis, parfois cette peur de manquer de lait ou cette peur de si j'arrête ou si je veux garder du mixte et si ça s'arrête complètement et c'est en ça que moi je vais plutôt intervenir sur, voilà, reprendre un peu de physiologie et leur expliquer aussi que, c'est pas qu'une question de lait, mais c'est aussi de stimulation et de temps de présence ensemble. Ok, très bien. Quand on parle du bébé donc qui n'est pas censé se sevrer tout seul, c'est toujours induit par quelque chose. On entend souvent parler du sevrage induit par une autre grossesse. Moi, j'ai déjà même entendu parler d'histoires de bébés qui ont un peu annoncé aux mamans qu'elles étaient enceintes. Comment ça fonctionne? Alors, déjà, je pense que la première chose qui me semble, indispensable à dire, c'est qu'une grossesse, n'arrête en aucun cas un allaitement maternel. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit arrêter ou que l'allaitement va s'arrêter. Ça n'a pas du tout ce principe-là de base. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une modification, évidemment, du lait, de la consistance, mais surtout aussi du goût du lait, qui va être un petit peu plus, en rapport avec une phase colostrale et qui va donc être un petit peu plus salé. Alors moi, j'ai des 2 expériences. J'ai soit des bébés qui sont un peu dans la grève de fin de tétée, parce que le lait a changé et cetera, qui sont un petit peu plus engorgés et que donc on va avoir des bébés qui vont faire une grève transitoire et j'en ai d'autres, c'était le cas il y a pas très, très longtemps, où alors l'enfant encore plus, il est encore plus réclamé. Donc on a une maman qui a eu quasiment une montée laiteuse avant même l'accouchement, donc un regain d'ocytocine, j'ai envie de dire. Donc c'est pareil, là pour le coup, des projets mais pas de protocole, tout fait. Oui, ça modifie le lait. Oui, on peut avoir des bébés qui peuvent avoir cette grève et je dis bien c'est une grève, hein, c'est-à-dire que c'est transitoire. Il y a pas d'arrêt, complet. On a des bébés, hein, qui peuvent pendant 1 semaine, 2 semaines, ne plus trop avoir envie de téter. Donc, nous dans ces cas-là, si on a envie de poursuivre, l'allaitement et faire du co-allaitement par la suite, on va pouvoir dire aux mamans, par exemple, de tirer leur lait pour maintenir la lactation, le conserver au besoin et puis, laisser surtout l'enfant aller à son rythme et s'il a plus envie et que le lait trop salé en phase colostrale qui est en train d'arriver ne lui convient pas, c'est pas grave et ça veut pas dire arrêt de l'allaitement pour le plus grand. Et puis, D'accord. on peut aussi, bien sûr, continuer, l'allaitement dès la naissance du premier parce que souvent j'ai: «Oui, mais les premiers jours, ça va être le plus petit en premier, il va être, le grand va lui piquer son lait» et cetera. Absolument pas, ils sont en capacité de pouvoir, s'adapter l'un l'autre. Ce qui est important, c'est évidemment de commencer par le plus petit et le grand, il vient rafler tout le reste derrière, mais surtout stimuler pour en avoir davantage la fois d'après. Ok. Et à l'inverse, une grosse idée reçue aussi qui circule, c'est que il faudrait, certains professionnels de santé même peuvent dire que qu'il faut, si on a un souhait de deuxième bébé mais qu'on est toujours en train d'allaiter, qu'il faudrait arrêter d'allaiter pour éventuellement avoir son retour de couche s'il n'est pas encore arrivé et donc pouvoir tomber enceinte. C'est un petit peu plus compliqué que ça. S'il y a pas le retour de couche, c'est que potentiellement le corps est pas prêt non plus peut-être pour l'instant à avoir un autre bébé. Le retour de couche, il est évident qu'il se fera plus facilement quand on a, arrêté l'allaitement maternel, mais on a aussi beaucoup de bébés qui sont nés, malgré l'allaitement maternel. Donc j'ai envie de dire, la
la naissance, la grossesse et la mise en route d'une grossesse dépend aussi de l'état émotionnel de la mère et de la famille et du papa, ou j'ai envie de dire. Il y a pas de C'est pas aussi vrai que ça. Il y a pas besoin d'arrêter d'allaiter pour avoir un bébé. J'ai des mamans qui arrêtent l'allaitement parce qu'elles veulent un écart moindre entre les bébés, et c'est pas pour autant qu'elles tombent enceintes après, malgré l'arrêt de l'allaitement. Ouais, donc c'est pas qu'une question de biologie, d'hormones et de retour de couche qui est arrivé ou non, c'est plus subtil que ça. Exactement. Ok, donc super. Je pense qu'on s'est dit pas mal de choses sur le sevrage du bébé. Si ça fait naître d'autres questions chez vous, n'hésitez pas, vous nous les mettez en commentaire et on essaiera d'y répondre dans un second temps, quitte à refaire un autre épisode si c'est nécessaire. Mais la plupart des questions que j'ai reçues dans la boîte à questions, c'est le sevrage du bambin. Alors là, voilà, c'est moult questions. Alors, on va reprendre à la base avec Céline. Quelles sont pour toi les grandes raisons du sevrage du bambin? Les raisons, c'est la fatigue pour les mères, Mhm. le plus souvent, et puis, cette envie de vouloir faire absolument, ces nuits complètes, j'ai envie de dire de 7 heures, 5-7 heures, grand max, sans qu'il y ait de bébé qui vienne, réclamer le sein. C'est souvent ça, les choses qui sont les plus importantes. C'est ce que je disais, tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a compris qu'un bébé, même s'il tète et que, on s'endort directement dans un sommeil profond et qu'on a gagné quasiment 45 minutes de sommeil à chaque fois grâce de sommeil réparateur, pardon, au tété, on comprend déjà un petit peu, que cette fatigue, potentiellement, ne vient pas de l'allaitement et des réveils nocturnes, mais vient plutôt du rythme d'avoir un bébé, de tout ce que ça comporte, d'aller chercher chez la nourrice, de toute l'organisation, j'ai envie de dire la charge mentale. On en parle beaucoup, mais c'est vraiment ça. C'est plus une fatigue de charge mentale que de réveil nocturne chez le bébé. Je voulais quand même citer que 40% des bébés de 6 mois ne font pas leur nuit et que 30% à 12 mois ne font encore pas leur nuit. Donc quand on dit ne pas faire leur nuit, c'est-à-dire qu'ils font pas des nuits de 7 heures par exemple, et c'est physiologique. Si Oui, on là on parle de bébé tout confondu, Exactement, allaité ou exactement. pas. Donc chez les plus grands, on peut être amené, d'un point de vue, physiologique en termes de besoins, être amené à être entre 3 et 12 réveils la nuit. D'accord? Alors c'est des micro-réveils, mais c'est là où on va commencer aussi à parler de ce que j'appelle, l'allaitement à l'amiable. C'est-à-dire qu'on a l'allaitement à la demande pour les plus petits, les moins de 12 mois, on va dire, où, on est vraiment sur un besoin nutritionnel important en termes de lait maternel. Au-delà de 12 mois, on est plutôt sur un allaitement dit à l'amiable, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit à la fois OK pour la mère et OK pour le bébé. Et souvent, moi, j'ai des mamans qui sont épuisées simplement parce qu'elles sont encore restées, entre guillemets, dans un allaitement dit à la demande, c'est-à-dire qu'elles sont complètement corps et âme dévouées à leur bébé et elles en oublient leurs propres besoins à elles. Il est tout à fait en capacité pour un bébé de comprendre au-delà d'un an ce que j'appellerais le début de la frustration, c'est-à-dire que quand il a 1 an et qu'il commence à marcher, et qui met les doigts dans la prise, on va être en capacité de pouvoir lui dire non et de gérer la crise. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui laisser mettre les doigts dans la prise, on va le prendre contre nous, l'accueillir dans ses frustrations, dans ses pleurs, et on va le consoler, mais on ne lui redonnera pas le doigt dans la prise. C'est exactement pareil pour l'allaitement maternel. C'est-à-dire qu'on est parfois dans cette forme de culpabilité qu'on, nous, professionnels, on donne aux mères en disant l'allaitement c'est à la demande, ce qui fait qu'elles se sentent obligées de lui donner le sein, alors que pour elles, des fois, c'est intrusif. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas envie de redonner le sein, elles l'ont déjà donné il y a 1 heure, et elles vont le faire simplement parce qu'elles sont dans cette culpabilité-là. Moi, je pense que c'est important que, pour toutes les mamans qui nous écoutent, d'entendre ce mot à l'amiable. C'est-à-dire que quand vous sentez que votre enfant, il n'a pas besoin de manger ou que vous n'avez pas envie de lui donner le sein, trouvez des stratégies pour pouvoir l'accompagner dans sa frustration. Et effectivement, ce sera un bébé qui va pleurer, puisqu'il n'a pas ce qu'il veut, entre guillemets, mais c'est du même ordre qu'on passe pas quand le petit bonhomme il est rouge pour aller traverser, pour aller voir son parent, ou on met pas les doigts dans la prise, ou on mange pas la terre des plantes. Je pense que ça fait très On écho. mange pas la terre des plantes? Je comprends pas. C'est ça. Donc on va pas lui laisser complètement devenir tout plein de terre. J'ai l'image de ma fille là qui me revient, où elle est C'est ta fille qui mangeait la terre des plantes, c'est ça? c'est ça, les plantes et les escargots qui passaient. Donc ouais, C'est le début de la diversification, ça. c'est ça, diversification autonome, là pour le coup on était dedans. La Mais voilà, diversification à la française, les escargots, clac.
direct. C'est ça, avec le croquant de la coquille, formidable. Miam. En tout cas, voilà, il a fallu faire un apprentissage et ça a été très compliqué, très long de lui expliquer qu'on mangeait pas la terre des plantes. Et ben, c'est exactement pareil pour l'allaitement. C'est-à-dire que l'allaitement la nuit, oui, il y a des besoins. Oui, l'enfant a des besoins nutritionnels encore, hein, et même jusqu'à l'âge de 2 ans et plus, puisque c'est anticorps et hormones de croissance qui sont quand même à privilégier dans dans ces besoins nutritionnels pour le bébé. Mais ça va être à l'amiable, c'est-à-dire que on va pas non plus lui donner le sein 15 fois si nous on est en capacité émotionnelle et corporelle de lui donner que 3 fois, 5 fois, etc. Et ça, c'est encore une fois un protocole imaginaire, c'est-à-dire que Ouais. j'arrive avec les mamans à leur expliquer qu'est-ce qui va pas dans les tétées la nuit. Alors, bien moi, la tétée de 5 heures et de 7 heures, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, etc. Donc, dans ces cas-là, on va essayer de faire un compromis avec l'enfant. C'est-à-dire que de 5 heures à 7 heures, cette tétée-là, on va essayer de trouver d'autres stratagèmes. Alors oui, au début, il va pleurer. Oui, c'est un début d'apprentissage de l'éducation et de la frustration qui doit être accompagné. C'est pas je te laisse pleurer de 5 heures à 7 heures parce que moi, c'est pas... Enfin, voilà, moi c'était ces horaires-là, je me cale beaucoup sur moi où ce 5-7 pour moi était très très difficile. Et ça a été un sevrage, c'est-à-dire qu'elle a appris aussi que maman, le 5-7, elle est pas dispo, quoi. Et que même si toi, tu as envie de téter, on va faire du 5-6. Mais le 7, le 7-8, potentiellement, celui-là, je me le garde, quoi. Alors oui, elle pleure, mais je la câline, je la garde avec moi, jusqu'à ce qu'elle comprenne que, non, elle aura pas le sein à ce moment-là parce que je suis pas disposée, tout simplement. Et ça, il faut qu'on se l'accorde en tant que maman allaitante. Pour toi, cet allaitement à l'amiable, entre guillemets, peut commencer à être mis en place à 1 an, à partir d'1 an. Je pense qu'à partir d'1 an, oui. J'ai envie de dire que pour moi, c'est pas forcément scientifique tout ça, mais pour moi, à partir de 6 mois, j'ai envie de dire quand les besoins changent, que l'enfant commence à avoir une diversification, on peut commencer progressivement à être sur un allaitement un peu à l'amiable. C'est-à-dire que oui, il y a des besoins nutritionnels indispensables, mais on n'est pas non plus obligé d'y répondre dans la seconde comme les 6 premiers mois. D'accord? J'ai souvent D'accord. des mamans aussi, souvent c'est vers 22 mois, où j'ai des mamans qui me disent: «Je supporte pas, elle arrive et elle dégrafe tout, elle sort mon sein alors qu'il y a des invités à la maison et elle se sert comme si de rien n'était». Ça, par exemple, on n'est pas du tout sur un allaitement à l'amiable. C'est-à-dire que notre poitrine nous appartient, notre corps nous appartient et l'enfant de 22 mois est tout à fait en capacité, et il le sait très bien, de pouvoir le faire que quand maman sera décidée. Sinon, on laisse l'open bar, j'ai envie de dire, c'est évident, comme le happy hour, on va boire beaucoup plus que si on était dans un happy hour. Donc le bébé qui a le happy boobs, j'ai envie de dire, il va prendre le happy boobs 10 fois plus. Par contre, si maman elle dit non, là tu patientes, etc. Alors oui, ça nécessite encore de gérer la crise, la frustration, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, il suffira d'avoir un geste. Moi, je me souviens, c'était le petit doigt comme ça. Non, 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 pas tout de suite, je suis pas prête. On sent que le petit boudin va arriver derrière, et puis après, c'est fluide, j'ai envie de dire. Donc, à partir de 6 mois, quand il y a des choses sur lesquelles on n'est pas OK, il y a des mamans pour lesquelles c'est OK, hein, mais pour celles pour lesquelles, quand ça commence déjà à être un petit peu, ça picote un petit peu quand l'enfant fait ce genre de réaction-là, ou à tel moment où il y a des mamans qui me disent moi, quand il y a un tel ou telle personne, ou à ce moment-là, c'est compliqué pour moi et j'aime pas, on ne doit pas être dans quelque chose que l'on n'aime pas. On doit toujours être en harmonie avec soi avant tout. Et l'enfant s'adapte. Il a une grande, grande capacité d'adaptation. Et non, il va pas être frustré, et on n'est pas dans dans une éducation malveillante que de dire non à son bébé et de repousser la tétée à une demi-heure, 3/4 d'heure après 6 mois. Surtout que, bon, si on dit pas... Enfin, quand bien même on dirait pas non pour l'allaitement et on resterait en happy boobs 24-24, 7 sur 7, de toute façon, la frustration arrivera pour d'autres sujets que l'allaitement et il faudra la gérer à un moment ou à un autre, malheureusement. Le mien a 2 ans et demi en ce moment, et autant dire que on est en plein dedans, il n'est plus allaité, mais nous avons quand même des problèmes. Et voilà, c'est pas une question d'allaitement, il est frustré, très souvent. C'est ça, mais l'objectif, c'est d'accepter, nous, déjà, en tant que femmes, la frustration de nos bébés, parce que ça nous fait mal au cœur de les voir tellement au bout de leur vie à ce moment-là. Bien sûr. Et voilà, et de les accompagner. Moi, je me souviendrai toujours, mais c'est souvent ce que je dis aux les mamans que j'accompagne, mais la crise, quand je l'avais emmenée, elle avait à peine 3 ans pour aller à l'école, où elle voulait absolument mettre les sandalettes qu'elle avait retrouvées de l'été, donc qui étaient complètement trop petites, et puis en plein hiver. Donc, mais ça a été une frustration énorme. Et c'est en ça, des fois, les mamans, voilà, comme toi, tu vois, ça te fait rire.
Mais en fait, c'est exactement la même chose avec le sein. C'est-à-dire que l'enfant, il veut absolument le sein tout de suite, là, maintenant. Alors Ouais, dans son monde à lui, c'est hyper important. exactement, et on Mm. apprend à prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul sur les choses tout en les accompagnant. Donc on a pris les sandalettes pour les emmener à l'école, mais on les a pas mis aux pieds parce que ça rentrait plus. Et on a trouvé, voilà, on est assez créatif dans ces cas-là pour trouver des stratégies. Mais oui, Voilà, et que ce soit pour l'allaitement ou pour autre chose, toujours se mettre à leur hauteur et comprendre que voilà, dans leur cerveau à eux, bah, en fait, c'est vraiment hyper important ce qui se passe là et c'est essentiel et bah, voilà, toujours les accompagner, peu importe le sujet finalement. Et alors du coup, comment on propose à un bambin d'être sevré? Comment on lui en parle et s'il n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? alors quand on en parle au bébé, au grand, au bambin, on va d'abord en parler avec soi-même et avec son conjoint. D'accord? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui? C'est le nombre, c'est les horaires, c'est le couchage, le sommeil, la relation de couple, parce qu'il y a plus de relation de couple, parce que l'enfant, il est tout le temps dans le milieu, il tète tout le temps, et cetera. Et on va déjà décrypter un petit peu ce qui se passe dans le foyer, j'ai envie de dire. Ouais, le besoin de retrouver son corps qu'à soi. Exactement, et ensuite l'enfant, encore une fois, il va s'adapter. Donc c'est pas l'enfant qui va décider. L'enfant, il a des besoins et les mamans, elles vont savoir le dire: «Ah bah la tétée de 2 heures du matin, il tète 20 minutes, c'est vraiment très efficace», ou la tétée de 5 heures, et cetera. Celles-là, évidemment, on va les garder, mais tout ce qui se «greffe» entre guillemets autour et qui peut parasiter, bah le un bon allaitement, j'ai envie de dire, et surtout une harmonie familiale, ça va être du surplus de frustration à gérer, j'ai envie de dire. Donc comment ça se passe au mieux pour l'enfant? J'ai envie de dire que quand la mère, elle est sûre de son choix et qu'elle va l'accompagner dans cette frustration-là. Et c'est la mère, enfin, elle connaît son bébé très bien et elle va savoir que la tétée, comme je te dis, de 2 heures du matin, celle-là, c'est impossible de l'enlever. Et souvent, elles le disent, c'est pas celle-là qui me dérange. D'accord? Donc, Hmm. arriver à leur dire quelles sont les tétées qui vous dérangent, et auquel cas, on essaiera de trouver un compromis avec bébé. Et bébé, il s'adaptera, quoi qu'il en soit. À partir du moment où vous êtes OK avec ça, il s'endormira sans le sein, mais il sera tout aussi bien en étant sur vous, par exemple, dans un premier temps, avant de passer dans le lit. Souvent, les mamans, c'est ça aussi, c'est qu'elles veulent à la fois faire un sevrage et en même temps mettre l'enfant dans sa chambre. On va y aller par étapes. On va voir déjà quelle tétée on va supprimer, et ensuite on passera sur un autre mode d'endormissement et de couchage par la suite. On ne pourra pas tout faire en même temps. Hmm. C'est comme avec les clopes, faut définir les clopes essentielles, celles, celles Exactement. de l'apéro et commencer par enlever celles qui sont accessoires. Exactement. Ou moi qui suis fan de fromage, je me dis: «Bon, je peux pas prendre les 3 à chaque fois, il va falloir que je fasse un choix entre le comté, le camembert et le parmesan, quoi». Dans un esprit un peu plus sain que la clope. Fumer est très dangereux pour la santé, ne faites pas ça. Euh, ok, très bien. Reparlons 2 secondes du sevrage nocturne. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée? Parce que c'est vrai que c'est quand même le truc qui revient souvent quand les bébés grandissent et qui têtent beaucoup la nuit. Je veux dormir. Donc est-ce que c'est une bonne idée ce sevrage nocturne? C'est une fausse bonne idée, avant 2 ans. C'est encore un réel besoin, l'OMS le dit, hein, mais je vous invite aussi à écouter et aller voir, Claude Didier-Jean qui nous parle du sommeil du bébé et des besoins nutritionnels. Elle le dit bien, les 2-3 ans ont encore des tétées nutritionnelles, hein, statistiquement, très importantes la nuit. Donc non, c'est pas que du caprice, il y a aussi beaucoup de pédiatres qui pensent encore à tort que les enfants doivent faire leur nuit et qu'il y a un problème si les enfants, Mm. ne font pas leur nuit. Non, on a un besoin nutritionnel la nuit, et c'est prouvé, je crois que c'est entre 30 et 40 de la quantité de lait maternel qui est absorbée encore à cet âge-là la nuit. Donc non, il n'y a pas que des tétées de plaisir et pour embêter le monde, j'ai envie de dire. Et donc, par contre, comme tu le disais, à partir d'1 an, on peut commencer à essayer de différer une tétée, voilà, de moduler, mais arrêter la nuit n'est pas une super idée finalement avant 2 ans. Exactement. Donc, de la même façon que pour le bébé, le rôle de la consultante dans ce sevrage du bambin, c'est lequel? Est-ce que tu peux nous donner des pistes pour les parents qui nous écoutent et du coup et qui veulent essayer de sevrer leur bambin? Mais alors parlons peut-être là pas que du sevrage nocturne, mais du sevrage tout court. Voilà, une maman, enfin une famille qui a envie que bébé arrête de téter, qui est à l'aise avec cette décision. Qu'est-ce que ça va être les pistes pour que ça se passe bien? Bah, ça va être de faire, un sevrage, encore une fois, j'ai envie de dire progressif, c'est-à-dire de voir un petit peu, quelles sont les tétées qui sont vraiment, difficiles pour la maman et celles qui sont indispensables pour le bébé.
et enfin pour le bambin là pour le coup et puis, on va être dans la discussion avec les plus grands. Ils sont tout à fait en capacité de comprendre quand c'est le moment de la tétée, de lui dire: «Alors là non, tu vois, là cette tétée-là, moi j'ai pas envie, pour telle, telle, telle raison» et on en discute avec l'enfant. Ce que je trouve qui fonctionne plutôt bien aussi, c'est, de mettre une petite croix dans le calendrier, par exemple, de dire, moi je dis souvent aux mamans: «Essayez de voir avec le conjoint dans quelle mesure vous allez pouvoir vous dire: "Bon, bah, à partir de telle date, voilà, j'ai décidé qu'on allait qu'on allait mettre en place le sevrage ou qu'on allait arrêter les tétées la nuit" et cetera. Quand c'est donc ce qu'on appelle, des sevrages induits, là, pour le coup, hein. Sevrage naturel, c'est quand à la fois la mère et l'enfant arrêtent à la fois la mère d'allaiter et l'enfant ne réclame plus. D'accord? Donc là, on parle vraiment de sevrage, induit et cette petite croix dans le calendrier, c'est-à-dire que c'est pas souvent je leur dis: «C'est pas parce qu'on a fait la consultation aujourd'hui que ce soir on arrête, et on commence, à faire un sevrage». C'est quand l'enfant sera prêt, quand le bébé la maman sera prêt et la famille va être prête. Comment on sait quand l'enfant sera prêt? C'est qu'on lui aura déjà expliqué plusieurs fois et qu'on aura réussi à décrypter quels sont les tétés indispensables des non indispensables et de savoir nous, en tant que femme, que ça tombe pas sur la semaine de la reprise du travail, que ça se passe plutôt avant ou plutôt après. J'ai des mamans qui me disent: «Ah bah ouais, non mais en fait finalement moi, je reprends le travail mais là je me sens pas prête à me dire que voilà, il va falloir que j'accompagne la frustration et que ça va être des nuits peut-être encore plus compliquées», qui me disent: «Bah je vais attendre parce que j'ai des vacances dans 15 jours, je m'étais posé une semaine de vacances» et ça peut être par exemple un très bon moment pour démarrer, un réel sevrage. Arriver à trouver des timings, j'ai envie de dire, qui puissent correspondre avec tout le monde et puis, quand il y a, potentiellement le conjoint qui souhaiterait, savoir pourquoi le conjoint souhaite arrêter et que ce soit une décision qui soit prise ensemble. Parce que quand il va y avoir les frustrations de 3 heures du matin, quand le conjoint dit: «Bon, bah, en fait, finalement, donne-lui le sein parce que là, c'est encore pire que tout», bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a mis la croix dans le calendrier et on s'est dit qu'on accompagnait et que là, si on le fait, on repart entre guillemets «à zéro». Et c'est pas l'enfant qui a gagné, mais c'est juste que c'est nous qui avons cédé à la culpabilité de se dire, «Finalement, c'était plus simple avant, je reviens à ce qui était avant». Ouais. Est-ce qu'il y a des bébés pour des raisons médicales ou autres voilà, pour lesquels c'est beaucoup plus des bébés du coup des bambins, hein, donc on répète à partir de 2 ans, pour lesquels ça va être plus difficile le sevrage que d'autres. Est-ce qu'il y a des raisons physiologiques, mécaniques à ça? On parlait des troubles de succion, on parlait de tout ça. Est-ce que tu vois des cas où voilà, la partie est pas gagnée d'avance pour une raison ou pour une autre? Bah, oui, pour revenir sur ce que tu dis, tout ce qui est troubles de l'oralité, frein restrictif, c'est vrai que c'est des bébés qui vont manger en petite quantité et très souvent. Donc souvent la ration journalière, enfin en tout cas de journée, peut ne pas être suffisante et on peut avoir des bébés qui réclament davantage la nuit. Ça en général, sur les bambins, on aura diagnostiqué, une problématique qui va être en lien. Mais par contre, c'est évident qu'il va falloir pouvoir l'expliquer, aux parents et c'est pour ça que là, le réseau des professionnels va être important d'être, autour et d'accompagner cette famille-là parce que le sevrage va être plus compliqué puisque là, c'est justement un besoin d'apport nutritionnel supplémentaire plus que de la frustration à lui apporter. C'est important et indispensable, nous, en tant que professionnels et moi, c'est ce que je fais toujours, je reprends l'équivalent d'une journée type d'alimentation, par exemple. Parce qu'un bambin qui mange quasiment rien en diversification à côté, c'est évident que les tétés la nuit, c'est indispensable pour lui puisque c'est ce qui lui permet de maintenir sa lactation et donc sa nutrition. Donc bien, bien faire un point toujours sur l'alimentation globale de l'enfant, enfin du bambin et de savoir s'il est suffisamment diversifié, équilibré en apport protéinique, lipidique surtout, pour nos petits bouchons. Ok, et parce que des formations professionnelles, mais pour des raisons mécaniques, on sait que la succion la succion vient en fait détendre tout un système de tension dans le corps. Et chez ces bébés qui ont, je pense à ceux qui ont des troubles de succion, un frein restrictif et pour lesquels la langue ne fait pas exactement le bon job, finalement avoir le sein à téter, c'est aussi une façon de venir se détendre. Est-ce que ces bébés-là, c'est des bébés qui sont plus difficiles à sevrer, Oui. quel que soit l'âge d'ailleurs? Oui, parce que souvent, comme tu le dis très bien, c'est des bébés aussi pour lesquels souvent la position allongée, la position plat dos aussi réveille des tensions la nuit et donc c'est des bébés qui vont téter et qui vont avoir un besoin de téter, non pas pour manger, mais pour libérer les fameuses tensions. Et ça va être plus compliqué pour les parents d'aider l'enfant au sevrage. Souvent, c'est des bébés aussi à cet âge-là qui vont plus facilement mettre un doigt dans la bouche, prendre un pouce ou téter vraiment un doudou, où ils en mettent vraiment une grande quantité dans la bouche parce qu'ils ont besoin, comme tu disais, de cette succion pour libérer, l'endorphine notamment et libérer les tensions, musculaires pour pouvoir arriver à se détendre, puis passer en phase d'endormissement.
Ouais, et ça peut les rendre finalement plus accros au sein, sans pour autant qu'il y ait de problématiques de maman qui n'a pas vraiment envie d'arrêter, etc. Tout à fait, mais ça, en général, on va pas, avoir ce cas-là juste pour les bambins. Ça va déjà être quelque chose qui va déjà être ancré depuis l'âge d'au moins 6 mois, voire même avant. Ouais, C'est des tout à fait. bébés, «aux besoins intenses» entre guillemets, mais qui sont justifiés. Oui, oui, il y a toujours une cause à ces histoires de besoins intenses. Enfin, de mon avis, il y a toujours une raison pour qu'un bébé soit pas confortable, en fait, comme ça. Ok, donc si on devait résumer, on s'est tout dit sur le bambin, tu penses? J'ai l'impression. Je crois. Si on devait résumer, le sevrage, ça peut être simple comme ça peut être compliqué, finalement. Ce qui est important, c'est de se dire que bon voilà, ça peut très bien se tester toute seule, comme tu dis, ou tout seul en famille, et voir comment ça évolue. Mais si jamais il y a beaucoup de questions qui commencent à s'accumuler, euh, voilà, un peu une sorte de liste entière de questions qui s'accumulent, et ou s'il y a des difficultés qui arrivent, donc un bébé qui veut pas prendre le biberon, un bambin qui veut pas du tout se descotcher du sein, avec lequel on n'arrive pas du tout à gérer la frustration même avec le temps, etc. C'est à ce moment-là finalement que c'est très important de venir se référer aux professionnels de l'allaitement pour qu'ils puissent faire aussi un peu ce diagnostic, enfin cet état des lieux de est-ce que la succion de ce bébé est correcte, est-ce que le projet est vraiment le projet de la maman, de la famille, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière. Voilà, pour essayer un peu de prendre la température et de prendre un peu de recul sur la situation. Exactement. Je pense que tu as utilisé tous les bons termes, et l'objectif, c'est d'arriver à ce que ça soit une expérience positive et que ça soit une danse, j'ai envie de dire, entre la mère et l'enfant pour qu'il y ait un accordage, hein. On le dit, pour la mise au sein, mais je pense que pour le sevrage, c'est pareil. Il faut que ce soit un accordage entre les 2. C'est-à-dire qu'il y a un accord d'abord de la mère sur le sevrage pour que l'enfant puisse s'accorder et danser dans la même, dynamique, de sevrage, induit, mais de manière, j'ai envie de dire, plus souple et plus adaptée. Le sevrage naturel, c'est exactement ça, hein. C'est des bébés, on n'en a pas du tout parlé, mais le sevrage naturel, c'est des bébés qui vont, des fois dire non d'eux-mêmes, hein. Ils veulent pas à ce moment-là parce qu'ils préfèrent jouer et cetera, ou des mamans qui, dégainent très rapidement le sein parce qu'il est tombé et cetera, et puis du moment où ils ont juste besoin d'un câlin, plus de la tétée, puis ils vont être des fois une journée sans tétée, puis ils vont revenir et puis et cetera, jusqu'au jour où on se dit: «Bah, finalement il a tété la dernière fois, c'était il y a 3 jours, il en veut plus», et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un sevrage dit naturel. Les sevrages naturels, c'est, plutôt, 2-5 ans au minimum, hein, d'accord? Quand on est en moins de 2 ans, en général, on est moins sur un sevrage, naturel. Ouais, le sevrage naturel, c'est vraiment ce bébé qui, tout petit à petit, va un peu se désintéresser du sein, là où il en avait besoin, dire que là, bah, aujourd'hui non, et puis en effet, ça dure un coup 2 heures, et puis le lendemain, il n'y a rien, et puis on évolue comme ça vraiment au gré des besoins et des envies de l'enfant. C'est ça. On peut même avoir des bébés qui tètent pas pendant 1 semaine, 2 semaines et puis, un rhume, une gastro et cetera, et ils se remettent à téter. La lactation reprend pendant la période, je pense à une maman qui avait, un bébé qui a chopé une diarrhée assez sévère, et voilà, elle me dit: «C'est impressionnant, la lactation est remontée. J'ai senti que pendant 1 semaine, il a fait que téter, et une fois qu'il allait mieux, boum, il s'est redétaché lui-même du sein. La lactation a rebaissé», donc vraiment faire confiance à son corps, faire confiance à son bébé aussi, on le dit pas Mm. assez ça, et le sevrage naturel, c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment une danse, hein, c'est vraiment l'un l'autre, et moi, pour moi, c'est ça. C'est accordage, danse entre l'un et l'autre, et puis, ce fameux mot de allaitement à l'amiable qui, pour moi, me semble indispensable pour que les mamans soient pas perdues dans leur corps, dans leur sein et dans leur allaitement. Ouais. Corps et âme, quand on dit qu'on est dévoué de corps et âme, c'est souvent ça qui pêche dans les sevrages naturels, c'est qu'on s'est oublié soi. Ouais, là où, pour le coup, dans les premiers temps de l'allaitement, c'est vrai que c'est un peu un don de soi, quoi. Quand bébé, voilà, vraiment nourrisson, dans les premières semaines de vie, il y a un peu un côté, bon bah voilà, signe d'éveil, et tac, on dégaine le sein avec l'allaitement à la demande. Et puis au début, on connaît pas forcément très bien son bébé non plus, donc on apprend à reconnaître euh, ces signes, et parfois on se gourre, et c'est très bien comme ça, tout le monde se gourre. Alors que vraiment pour le bambin, il y a cet aspect on peut différer, quoi. C'est ok.
Et alors, est-ce qu'il y a des risques à sevrer de façon un peu express, un bambin? Alors les risques pour l'enfant, c'est qu'il peut y avoir, un petit traumatisme, hein. On peut vraiment parler de traumatisme dans le sens où, il peut y avoir cette angoisse un peu d'abandon où l'enfant a vraiment, une frustration encore une fois, trop importante et j'ai envie de dire, le sevrage trop rapide, ça dépend aussi comment il est fait. S'il est rapide accompagné ou s'il est rapide pas accompagné, quoi. À l'arrivée d'un deuxième par exemple avec une maman, moi, qui avait énormément de difficultés, enfin, ouais, de grosses difficultés à aimer, avoir son plus grand au sein, parce qu'elle était vraiment dans cette fusion avec le plus petit. Et elle me disait qu'elle détestait quand le grand venait téter, alors que bon, voilà, elle avait allaité pendant longtemps. Ça, c'est des choses qui peuvent être difficiles si elles sont pas accompagnées. Donc là, par exemple, le rôle de la professionnelle est de démystifier et de dire à la maman que c'est son corps, c'est OK, elle a le droit de plus avoir envie de lui donner, mais par contre, elle doit accompagner son bébé dedans, ne pas hésiter à lui faire du pot à pot, du câlin, etc., tout en n'offrant pas le sein maternel, mais en l'accompagnant. Donc là, on va être moins sur des traumatismes. Ce qui est très difficile, c'est les hospitalisations d'urgence des mères, où là, c'est pareil, j'invite aussi les mamans, quand elles peuvent le faire, à tirer leur lait, etc., pour qu'il y ait quand même le lien du lait sans qu'il y ait le lien physique, quand parfois c'est pas possible. Et puis, bah, pour la maman, bah, c'est l'engorgement, hein, l'engorgement, l'abcès parfois. Mm. Quand c'est trop, violent, et que, bah, la lactation est pas prête, quoi, hein. Tout comme on peut aussi avoir, des mamans qui, par choc émotionnel ou traumatisme, ont un arrêt brutal de l'allaitement maternel transitoire, mais quand il est pas su, passe pour, bah, définitif. Et on a des mamans qui me disent: «Mais moi, l'allaitement s'est arrêté du jour au lendemain, j'ai rien compris». Et ça, c'est encore un défaut d'accompagnement. Ça peut être aussi traumatisant pour la fois d'après, où on va justement avoir des mamans sur l'enfant d'après, où elles vont être vraiment à la demande tout le temps, parce qu'elles ont peur de pas avoir assez de lait. Et voilà. Mm. Il y a le traumatisme psychologique et le traumatisme physique, surtout chez la mère, Oui. de l'engorgement jusqu'à l'abcès. Ok, très bien. Ouais, donc c'est pas, ça c'est une fausse bonne idée aussi, quoi. Le mieux c'est quand même de faire ça en douceur. Bien sûr. Et puis quand on n'a pas le choix, je pense aux mamans qui sont hospitalisées, en réa par exemple, et cetera, pas trop de culpabilité et puis faire ce Mm. lien, voilà, si c'est possible qu'elle tire son lait, on le fait, ou en tout cas donner des odeurs, et cetera. Et parler au bébé, même s'il est tout petit, je pense au conjoint de le faire. Et bah, c'est comme tout, si c'est bien accompagné, de toute façon l'enfant s'adaptera. Il y a pas Voilà. de choix. Oui, ce sera une période difficile, mais ma foi, si c'est accompagné, ce sera plus simple et puis rien n'est irréparable. Exactement. Et puis on peut être hospitalisé, reprendre et faire une relactation ou même une lactation induite, sans aucun problème. Ok, bon, je crois que on a fait le tour des questions qu'on voulait évoquer pour cet épisode de sevrage. Voilà, je pense que ça a répondu à la plupart des questions de la boîte à questions de Milkshaker là, d'aujourd'hui. Si jamais il y a d'autres questions qui surgissent, n'hésitez pas encore une fois à nous les mettre en commentaire et on regardera ça de près et on essaiera d'y répondre. Après, voilà, notez bien que chaque cas est un cas particulier et que vous l'avez compris, tout ça est dépendant de votre histoire, de vous, de votre bébé, du contexte dans lequel vous évoluez et que si les questions s'accumulent, encore une fois, le mieux c'est de contacter un professionnel de l'allaitement pour qu'il puisse faire un point sur la situation et vous orienter le cas échéant si ça ne lui appartient pas qu'à lui, voilà, pour que la problématique puisse être, comme on dit, traitée. Est-ce que tu veux nous redire quelque chose avant qu'on se quitte, Céline? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je pense au site sur les consultantes en lactation pour qu'elles en trouvent, les Mhm. mamans, dans toutes, les régions. Après, on a beaucoup évolué nous aussi, grâce à la Covid-19, sur, les visios. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive beaucoup sur du sevrage, par exemple. On n'a pas forcément besoin de faire du présentiel, de faire des consultations, à distance. Donc elles allaient sur le groupe de l'AFCL, où on a toutes les l'annuaire des consultantes en lactation IBCLC certifiées. Ça, c'est important aussi de le souligner. D'aller voir les travaux de Claude Didier Jean aussi sur allaitement et sommeil, notamment, qui peuvent aider pour les bambins. Et puis qui parlent aussi un petit peu de tout ce qui est allaitement, sevrage, avec la Leche League, où il y a des très bons articles également.
et, et aller regarder les podcasts de Milkshaker pour avoir Ouais. tout plein d'informations. Ok. Merci beaucoup, Céline. Je te dis peut-être à très bientôt pour un nouvel épisode de Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions sur le sevrage. C'est un gros sujet, le sevrage. On le sait pour les mamans allaitantes, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On galère déjà parfois à mettre tout en place. Alors après, quand il faut penser à sevrer, parfois tout ça dans un laps de temps assez court. Rapport, on en parle souvent dans Milkshaker, à ce congé maternité qui est nettement trop court, allaitement ou pas allaitement d'ailleurs. Alors voilà, c'était un sujet important qu'il fallait traiter. On y reviendra s'il faut. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Et voilà, merci Céline pour cette interview et à très bientôt. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.